Chers amis, bonjour. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce matin, il fait pas très beau, donc d'une certaine façon pour mes vidéos c'est plus pratique. Et je tiens juste à vous préciser que je vous avais derrière un joli massif, n'est-ce pas? Avec le peu de plantation que j'ai. Mais j'ai quelques petites fleurs que j'aime bien parce que ça se ressème partout et j'aime bien les plantes qui se ressèment spontanément. Bon, je souris alors qu'en fait je vais vous parler de quelque chose de grave. Mais d'une certaine façon, le fait que j'en souris est plutôt de bon augure. Aussi étrange que ça puisse paraître. Parce que je vais vous parler de viol. Ce qui est pas drôle, hein, on est bien d'accord. Il se trouve que je suis tombée sur un article... Enfin, pas sur un article, sur une vidéo sur Orange qui reprenait un article qui est sorti dans Le Figaro. Et c'est une vidéo qui prétend donc que les chiffres, que les viols ont augmenté de 18% en 5 ans. Alors, les chiffres que l'on connaît ne sont que les chiffres qui sont conformes aux plaintes qui ont été déposées, bien évidemment. Sachant que, comme il est dit dans la vidéo, il y a environ un viol sur 10 qui fait l'objet d'une plainte et pas plus. Mais même ce chiffre-là, il est entièrement aléatoire pour la simple raison que, par définition, un viol qui ne fait l'objet d'aucune déclaration, il n'est pas comptabilisé. Bon. Alors maintenant, on peut se poser la question, est-ce que ces viols sont en augmentation ou pas? Et en fait, on ne dispose d'aucun moyen de le savoir, très honnêtement. Pour la simple raison qu'une jeune femme, une fillette, une adolescente ou une femme qui se fait violer, très souvent choisit de ne rien dire. C'est ce que j'ai fait moi quand j'étais enfant. Et sous-estime complètement la gravité du problème. C'est-à-dire que elle peut avoir peur, déjà si c'est quelqu'un de son entourage, à tous les coups, elle risque pas, enfin, elle choisit de ne pas le dire parce qu'elle est juste morte de peur, quoi. Je veux dire, dans le cas d'un inceste, par exemple, c'est quelque chose. Un inceste est grosso modo 10 fois pire qu'un viol. Hein. Vraiment. Hein. Moi, j'ai jamais été victime d'inceste. Hein. Mais sincèrement, je pense vraiment ce que je dis, parce que justement, par définition, un inceste, qu'il s'agisse d'un grand frère ou qu'il s'agisse d'un père, un inceste par définition assassine le père dans l'esprit de l'enfant. C'est-à-dire que le père n'est plus perçu comme quelqu'un de protecteur, mais au contraire comme le pire ennemi. C'est en ce sens en fait que c'est 10 fois pire qu'un viol. Parce que une petite fille comme moi, ça m'était arrivé quand j'ai été violée, j'étais enfant, mais mes parents n'étaient pas au courant, et j'avais choisi de ne rien dire. Alors il se trouve que mes parents avaient des problèmes entre eux, et que donc je me suis dit, je vais pas leur dire, parce qu'ils ont assez d'emmerdements comme ça, ce qui est quand même un comble, mais c'est quand même comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que par définition, des parents qui sont en discorde, ou qui s'entendent pas, ou qui ont des soucis, et qui donc ne sont pas disponibles vis-à-vis de leurs enfants, eh bien par définition, les enfants, le jour où ils ont un emmerdement, eh bien ils vont pas oser se confier, parce qu'ils vont se dire, attends, ils sont assez emmerdés comme ça, je vais pas en rajouter, quoi. Parce que les enfants, souvent, sont tentés par le fait de protéger les parents aussi. Enfin, pas de protéger les... Enfin si, quelquefois, oui. Par exemple, dans le cas de parents alcooliques, il est extrêmement courant de voir des enfants qui vont faire le maximum pour minimiser le fait que ça se voit, pour faire des tâches dans la maison, pour essayer d'aider, quoi. Je veux dire, tous les enfants font ça, et c'est mieux pris en considération maintenant par les services sociaux, d'ailleurs. C'est un facteur dont il faut prêter attention. C'est pas très français ce que je dis là. Enfin bon, bref. Alors ils disent que seuls 10% des viols génèrent une plainte. Là c'est pareil, c'est un chiffre qui est complètement approximatif parce qu'on ne peut pas le savoir. On ne peut pas le savoir. C'est impossible à savoir. Parce qu'une jeune fille qui se fait violer, dans la majorité des cas, elle va choisir de ne rien dire. Une des raisons principales, c'est premièrement qu'elle peut avoir peur de son agresseur, si jamais elle le dénonce. Deuxièmement, elle est couverte de honte, généralement. Troisièmement, elle pense, elle, probablement, dans un premier temps, que c'est pas si grave que ça. Et qu'elle va arriver à surmonter toute seule. C'est ce que j'ai fait moi, hein, quand j'avais 8-9 ans, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, je vais y arriver. Le gros problème, c'est que ce soit un enfant, que ce soit... Enfin, c'est bien pire pour un enfant, en fait, parce que une adolescente ou une femme qui se fait violer, évidemment que c'est extrêmement grave, c'est purement criminel, mais
c'est quand même moins grave que quand il s'agit d'un enfant et qu'il s'agit de pédophilie. Parce qu'un enfant, par définition, est un être en formation qui doit être protégé. Donc, par définition, si jamais un enfant se fait violer, ça pervertit de façon extrêmement grave la façon dont il va se construire. C'est pour ça que c'est beaucoup plus grave quand c'est un enfant. Bon, mais ça ne minimise pas la gravité, bien évidemment, du crime quand il s'agit d'une adolescente ou d'une femme. Hein. C'est en ce sens que je dis ça. Alors, en fait, le problème aujourd'hui réside dans la chose suivante. C'est que une jeune femme, une jeune femme ou une femme qui se fait violer se retrouve dans deux positionnements qui sont en fait extrêmes. Soit elle le dit, et puis elle se dit je vais déclencher des choses absolument terrifiantes et elle est morte de peur, soit elle ne le dit pas et elle dit je vais gérer moi-même, avec des conséquences extrêmement graves. Alors moi j'ai quelque chose à proposer. Parce qu'après tout, je suis là pour ça. Et non, mais j'y réfléchissais depuis plusieurs jours parce que j'ai repris contact avec l'association AIVI, c'était la semaine dernière, je crois. Parce qu'en fait, sur le site... Alors, le site AIVI, c'est l'Association internationale contre le viol et l'inceste. Alors, il faut savoir que cette association, qui était française au départ, sous mon impulsion, en fait, est devenue maintenant internationale. Donc, ils sont en relation avec les autres pays d'Europe. Donc, je ne sais pas si chaque pays d'Europe a vraiment... Mais je pense que oui, il n'y a pas de raison. Donc ils sont en relation les unes avec les autres. Et donc c'est extrêmement important d'aider cette association-là. Il faut l'aider financièrement parce que il est extrêmement important que cette association reste indépendante financièrement. Parce qu'en étant indépendante financièrement, elle est entièrement libre de fonctionner comme elle l'entend. Donc ça, c'était. Alors vous me direz, qui pourrait avoir le culot de lutter ou de comment dire, qui pourrait avoir le culot de ne pas être pour soutenir une telle association. C'est une excellente question. C'est vrai qu'on peut se poser la question sans aller jusqu'à critiquer le travail de cette association-là. Il n'est pas impossible que certains pouvoirs politiques, il n'est pas impossible que certains partis politiques soient tentés par le fait de mettre des freins à certaines réformes. En ce qui concerne la justice, par exemple. Parce que c'est vrai qu'avec François Hollande et Christiane Taubira, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites sur ce secteur-là, et tout ce que Christiane Taubira fait de bien, il y a des gens que ça emmerde, bien évidemment. Donc, mais bon, de là à dire qu'ils iraient, que ce serait au point de nuire à l'association, je pense pas quand même, quoi. Enfin, j'ose espérer. Enfin, vaut mieux pour eux. Hein. Vaut mieux pour eux. Vaut surtout mieux pas qu'ils se trouvent sur mon chemin. Mais bon, ça c'est un autre problème. Oui, parce que j'ai une grande gueule, mais sur ce, voilà, s'il y a un secteur, franchement, où j'ai pas de complexe, c'est bien celui-là. Hein. Bon. Alors, oui, donc ce que j'ai à proposer, moi, c'est la chose suivante. Quand vous avez un souci grave, et que vous estimez que ça doit être noté quelque part, par exemple, hein, je vais prendre un exemple au hasard. Crise dans le couple, grave. Vous réalisez en rentrant à 17h que votre mari a changé la serrure et que vous ne pouvez donc plus dormir chez vous. Normalement, le mari et la femme se doivent assistante l'un à l'autre et n'a absolument pas le droit de vous empêcher de rentrer chez vous pour dormir. Vous allez à la gendarmerie, c'est un exemple au hasard. Vous allez à la gendarmerie et vous faites ce qu'on appelle une main courante. Voilà. Alors moi j'ai quelque chose à proposer. C'est une démarche intermédiaire qui consisterait à faire précisément une simple main courante. C'est-à-dire que par exemple une jeune femme, une enfant, une jeune femme ou une femme qui se fait violer, mais qui ne souhaite pas porter plainte parce qu'elle se sent tellement démolie ou elle est tellement morte de peur qu'elle ne souhaite pas encore porter plainte, eh bien qu'elle aille à la gendarmerie et qu'elle fasse cette main courante. C'est-à-dire qu'il faut trouver une méthode intermédiaire entre le fait de se taire et le fait de porter plainte. Alors c'est extrêmement important ce que je dis là, parce que ça veut dire que cette femme-là, cette jeune femme ou cet enfant-là, au fur et à mesure qu'elle va avancer dans la vie et qu'elle va réaliser à quel point effectivement c'est
absolument important de finir par porter plainte un jour, ce cheminement, elle doit le faire, elle, intérieurement. Petit à petit, elle va trouver des soutiens. Par exemple, dans le cas d'inceste, il est généralement connu qu'il y a toujours des gens dans la famille qui prennent conscience de la gravité du problème, des grands-mères par exemple, ça arrive souvent, qui prennent la défense de leur petite fille ou de leur fille ou de leur nièce, et qui prennent leur défense et qui vont les soutenir. Mais sur le coup, quand ça vient d'arriver, la victime, elle n'est pas assez forte pour porter plainte. Donc il faut trouver une méthode intermédiaire. Et combiné au fait que la prescription soit retirée, parce qu'il est là le problème véritablement aujourd'hui, c'est que la loi pour la prescription, sauf erreur de ma part, elle existe toujours. Moi, par exemple, quand j'ai pété les plombs à 40 ans, j'avais réussi à gérer toute seule, avec mon mari, j'avais réussi à gérer les choses jusqu'à l'âge de 40 ans. Bon, vie sexuelle complètement pourrie, etc. Et j'avais un mari qui était extrêmement intelligent pour ça. Comme quoi, faut savoir que quelqu'un qui a été victime d'un viol, d'un inceste, etc., peut fonder une famille, peut avoir des enfants, etc. Simplement, il ne faut pas avoir de scrupules à se faire aider. On peut parfaitement se faire aider par un psychologue, se faire aider par une association, se faire aider par des professionnels de santé, sans pour nécessairement porter plainte, pour l'instant. Je veux dire par là que le fait de porter plainte, c'est quelque chose qui doit être réfléchi, qui doit être pensé, qui doit être l'objet d'un soutien psychologique, d'un soutien par les avocats, par l'association de victimes, etc. Ça se fait pas comme ça, parce que c'est une épreuve de porter plainte, c'est une épreuve de se retrouver face à son violeur. Donc c'est pour ça que le fait de retirer la prescription, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il est extrêmement courant, par exemple, d'avoir affaire à des jeunes femmes. Je me suis retrouvée bêtement nez à nez, je l'embrasse d'ailleurs tendrement, je ne sais plus comment elle s'appelle, une jeune maman. Je m'étais trouvée avec une jeune maman à Barentin, à Flunch, pour ne pas les citer, en train de donner le biberon à un bébé, et c'est une jeune femme qui avait été victime d'inceste quand elle était enfant. Et donc évidemment, elle passait carrément pour une cinglée dans sa famille, parce qu'évidemment quelqu'un qui est victime d'un inceste, c'est toujours de la faute de la victime, hein, toujours, hein, systématiquement. Mais de toute façon, en situation de viol, c'est pareil. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci. Donc on est tous solidaires. Il n'y a pas de souci. C'est de notre faute. Il n'y a pas de souci. On va bien s'en occuper. Ne vous inquiétez pas. Bon, toujours est-il que oui, j'arrive à en rire, hein, excusez-moi. Toujours est-il donc qu'elle m'expliquait que c'était voilà quoi. Donc elle était complètement rejetée de sa famille, comme une vulgaire merde quoi. Hein. Bon, il n'y a pas de quoi acheter une pendule, hein, franchement. Hein. Quelques doigts qui se baladent, bon, pénétration. Et alors, so what? Non mais je rigole, excusez-moi, mais je peux pas faire autrement. Bon alors. Attention, l'association AIVI a besoin de pognon, donc il faut de l'oseille. Il n'y a pas de problème, il faut de l'oseille. Bon, il faut du pognon. Il y a plein de choses super intéressantes là-bas. Alors, il y a évidemment toutes les mises à jour au niveau de la législation. Il y a plein d'articles, il y a plein de témoignages, il y a plein de trucs super intéressants à voir là-bas. Et alors, vous pouvez participer au forum. Alors, pour participer au forum, vous devez d'abord vous inscrire, et puis ensuite, vous expliquer pour quelle raison vous voulez faire partie du forum. Parce que le problème réside dans le fait suivant, c'est qu'il existe certaines victimes qui sont juste en train de se réveiller quelque part. C'est-à-dire qu'elles étaient assassinées depuis que ça leur est arrivé, et puis en général il y a des flashs qui reviennent. C'est-à-dire qu'il y a des... Moi je sais, ça me l'a fait pendant 30 ans, hein. Je veux dire, il y a des espèces des bribes de souvenirs qui reviennent. Enfin moi malheureusement les souvenirs je les ai toujours gardés, mais je veux dire il y avait même dans mon comportement de tous les jours, mon mari était au courant, etc. Mais il y avait des petits signaux en fait. Hein. L'inconscient envoie des signaux pour dire attention, attention, attention. Donc ça évidemment ces signaux, quand ça se rapproche un peu trop, ça devient oppressant et on se dit il faut faire quelque chose. Donc on commence à en parler, on ne sait pas comment gérer, on ne sait pas qui aller voir, etc., etc. Donc ces gens-là sont vraiment en souffrance. Vous avez des gens par exemple qui ont été victimes de viol ou d'inceste, ça a été quelque chose de tellement terrifiant que le cerveau s'est mis carrément en comment dire, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus aucun souvenir de ce qui s'est passé, des faits réels, surtout si c'est dans la très petite enfance. Alors, n'allez surtout pas croire que sous prétexte qu'on se souvient de rien, rien ne va sortir. Bien au contraire, c'est bien là le problème. C'est qu'au moindre événement marquant et émotionnellement touchant, comme un mariage, une naissance,
ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être le fait de donner le bain à un neveu, à une nièce, et puis d'un seul coup, il y a des trucs qui vont vous revenir, ou une couleur, une voiture. Et en fait, quand quelque chose est beaucoup trop traumatisant pour l'individu, le cerveau a un outil qui est extraordinaire et que beaucoup n'aiment pas, et c'est bien dommage, ça s'appelle le refoulement. C'est-à-dire que le cerveau, en fait, dit « Attends, ce truc-là, c'est trop dur, on lui met de côté. » Donc ça se trouve dans l'inconscient. Et alors, le problème, c'est que le jour où vous pétez les plombs, surtout si c'est longtemps après, comme ce fut mon cas, là, ça fait vraiment très 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 mal. Et donc, c'est pour ça qu'il faut essayer de faire le maximum pour plutôt travailler la chose en amont, quand ça va bien, si possible, et pour faire le maximum pour que ce soit le moins traumatisant possible le jour où le cerveau se met vraiment en situation d'auto-nettoyage. En général, c'est dans le milieu de la vie, mais selon ce qu'on rencontre, selon la vie qu'on a et les obstacles qu'on franchit ou qui se posent devant nous, ça se présente comme ça. Voilà. Alors le problème réside dans le fait que chaque traumatisé sexuel, en fait, chaque traumatisé sexuel va avoir effectivement certaines constances d'un traumatisé sexuel ou d'une traumatisée sexuelle à l'autre, il y a effectivement certaines constantes. Mais ça reste des histoires singulières chacune. Et ça, on ne peut pas l'éviter. Parce qu'en fait, le traumatisme se produit par la charge émotionnelle au moment de l'acte. Il faut savoir par contre, ça c'est l'excellente nouvelle, c'est qu'on peut le réparer par la charge émotionnelle positive qui en est en fait l'opposé. Voilà, ce que j'ai fait moi par le phénomène des chansons avec Thomas Fersen, etc., avec beaucoup d'écriture. Donc si moi je l'ai fait, ça veut dire que c'est faisable. Voilà. Alors moi, quand j'étais en plein dedans, en fait, j'avais plusieurs phares qui m'éclairaient énormément. Il y avait Didi Bridgewater, qui est, je crois, une ancienne victime de viol aussi, sauf erreur de ma part, bien que j'en ai jamais entendu parler, donc je sais pas. Juliette Gréco, bien évidemment, alors elle, je pensais énormément à elle, parce que j'ai toujours adoré Juliette Gréco, et je savais pas vraiment pourquoi, enfin si je savais pourquoi, mais je ne connaissais pas ce passé traumatique qu'elle avait. Et puis bien sûr, Barbara, évidemment, l'aigle noir. C'est pas un aigle blanc, mais c'est un aigle noir. Voilà. Donc on peut s'en sortir. Voilà. Alors pour revenir à IVI, une fois que vous avez demandé à faire partie du forum, on vous accepte ou on ne vous accepte pas. Donc voilà, selon les motivations que vous avez données. Alors la raison pour laquelle ça n'est pas libre d'accès comme ça, je trouve ça, c'est moi en fait qui suis à l'origine du fait que ce soit comme ça, et je m'en explique, c'est tout simplement parce que vous avez certaines victimes qui vont pas oser en parler aux médecins, qui vont pas oser en parler à qui que ce soit, et qui vont compter sur ce site-là pour déposer un témoignage. Même planquées derrière un pseudo, elles considèrent à juste titre que leur témoignage n'a pas à être lu ou vu par qui que ce soit, ce qui est parfaitement légitime. Voilà, moi-même, j'ai jamais donné les détails précis de ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant. Précis, jamais. Absolument jamais. Voilà, il n'y a que Thomas Fersen qui connaît. Et oui, et moi aussi, à l'époque, c'est tout. Voilà, donc c'est parfaitement justifié, c'est tout à fait normal. Alors, sur le site d'AIVI, par contre, ils ont quand même... Ils ont quand même fait le nécessaire pour que j'ai ce qu'il faut pour m'amuser, parce qu'autrement ça n'a pas été marrant. Et donc dans le forum, il y a première gorgée de bière, etc. Philippe Delerme, enfin c'est pas, je sais pas si c'est peut-être lui, hein, remarque, hein, je sais pas exactement. Enfin bref, donc il y a la famille est déjà un petit peu là-bas pour que je puisse un peu m'amuser, parce que bon, le problème réside dans le fait qu'il faut mettre au point des méthodes pour parvenir à s'en sortir. Et des méthodes, moi j'en ai quand même expérimenté pas mal. Les principales résidant dans le fait de raconter son histoire. Alors comment savoir quand on raconte si c'est thérapeutique ou pas? Ça par contre, alors là, je sens bien que je vous tiens en haleine. Comment savoir? Eh bien c'est tout simplement par la charge émotionnelle qu'on ressent au moment où on le fait. Je vous donne un exemple. Moi, mon histoire, je l'ai racontée dans un premier temps sur un site de psychanalyse il y a une dizaine d'années. Alors, je n'ai pas raconté les détails de l'agression, j'ai raconté le travail thérapeutique que j'avais synthétisé. Voilà. Et jusqu'au moment où je me sentais réparée.
de façon stabilisée, évidemment. Et puis après, j'ai écrit une chanson, j'ai écrit quelques poèmes, j'ai peint des choses, etc., etc. Mais à chaque fois, je sentais que ça me faisait du bien, mais je ne me sentais pas, même si je sentais que c'était important, je ne me sentais pas émotionnellement au point que je retirais vraiment la souffrance de façon définitive. Et puis jusqu'au moment où mon Thomas avait fait l'Iguanodon, la chanson, pour m'aider. Et puis après, j'ai peint le calligramme. Et là, le calligramme, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, tiens, c'est intéressant. Le fait que je ne me souvienne plus comment ça s'appelle, c'est intéressant. c'est bien, d'une certaine façon. Ça veut dire que c'est loin derrière moi. Et quand j'ai peint ce calligramme-là, Thomas s'est dit oui, mais attends, ce coup-là, il me l'a déjà fait. Hein, oui, ce que je veux dire. Et puis, malgré tout, moi, je sentais que j'étais dans un état émotionnel absolument incroyable, parce que jamais de ma vie, je n'aurais pensé que je pourrais me débarrasser véritablement à 100% de ça. Et si, j'ai réussi. Voilà. Bon, cette histoire est racontée sur Internet, par contre. L'histoire du calligramme, là. La tombe. La tombe. Mon calligramme s'appelle La tombe. Voilà. Bah, je mettrai le lien si je retrouve. Si vous êtes sage. AIVI, d'accord? Bon. Alors je traîne mes guêtres là-bas, je lis beaucoup pour l'instant, et hormis sur les gorgées de bière où j'ai parlé un petit peu, mais sur tout le reste je parle pas pour l'instant, je lis beaucoup. Faut savoir être patient dans la vie. On lit, on se renseigne, etc. On lit, on se renseigne, on lit, on se renseigne, on écoute, on lit, on se renseigne, et un jour on synthétise. Sacrée petite croix.